D'ailleurs, les évolutions récentes consacrent les rigidités de la forme scolaire. La forme scolaire, c'est un élément de rigidité et c'est consacré par les évolutions récentes. Et on arrive à ce paradoxe qui est que la norme a énormément évolué, mais la forme scolaire, elle, s'est rigidifiée davantage. Alors que justement, on avait besoin d'inventer une autre école. Je prendrai quelques exemples. L'emploi du temps hebdomadaire. L'emploi du temps hebdomadaire, ça c'est une rigidité énorme. Le fait d'avoir un emploi du temps qui fait qu'on va 1 heure en français, ensuite 1 heure en anglais, puis 1 heure en physique, et en changeant de salle à chaque fois. Ça a évidemment ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Comment est-ce qu'on implique les élèves dans une dynamique de projet? Quand les élèves viennent pendant 1 heure en cours de français, et qui savent qu'ils vont avoir 6 ou 7 cours dans la journée, voire même 8 ou 9 quand ils sont au lycée, ils vont enchaîner 8 ou 9 cours. Comment les engager dans un travail qui les mobilise sur une demi-journée, par exemple, à la fin de laquelle ils vont produire quelque chose, parce qu'ils auront passé 4 heures, et là, sur 4 heures, ils auront eu le temps de produire réellement quelque chose, et à la fin, voilà, ça aboutira à quelque chose. Ben non, c'est pas possible, parce qu'ils ne sont là qu'1 heure. Alors imaginez les matières où les élèves n'ont qu'1 heure ou 2 par semaine. Comment vous faites pour les engager dans une dynamique de projet? Il faut réussir à tout boucler en 1 heure. Parce que la semaine suivante, ils ont oublié ce qu'on a fait. Et puis la semaine d'après, il y a de la neige. Et la semaine d'après, il y a une grève. Et le temps que vous les retrouviez pour relancer ce que vous aviez commencé, ils ont tout oublié. L'emploi du temps hebdomadaire a d'évidents inconvénients. Or, comment a évolué l'emploi du temps hebdomadaire? Eh bien, depuis une trentaine d'années, on a développé les TP, les travaux pratiques. On a développé ce qu'on a appelé les modules à une époque. On a développé l'accompagnement personnalisé, les groupes de langue. On essaie de faire des cours de langue avec moins d'élèves, et ça, c'est quand même une bonne chose. On a développé les options aussi, les enseignements de spécialité. Bon, c'est quoi le résultat de tout ça? C'est que les emplois du temps sont de plus en plus complexes. Et oui, quand vous faites des demi-groupes, quand vous mélangez des élèves qui viennent de plusieurs classes, il faut s'imaginer la complexité pour faire des emplois du temps. Et donc, les emplois du temps étant encore plus complexes, on ne peut surtout pas y toucher. Et d'ailleurs, tous les inconvénients qu'avaient les emplois du temps sont encore plus forts. Je prendrai un deuxième exemple de rigidité. Le passage de classe. Voilà. Oh, je passe en CM2. Chouette, je passe en CM2. Chouette, je passe en 3e. Bon. C'est un enjeu fort à la fin de l'année. Alors, est-ce que tu passes? Ah non, je redouble. Bon. Le redoublement, c'est une tradition française très forte. C'est la France qui a longtemps été le pays qui l'a le plus pratiqué. Ça s'est développé jusqu'aux années 60, parce que... même après, pardon. Oui, c'est ça, si, jusqu'aux années 60. Ça a diminué depuis les années 60, je vous avais donné les chiffres. Mais bon, ça s'est développé jusqu'aux années 60, parce qu'au fond, le redoublement, c'était un peu le seul moyen de remédiation dont on disposait. Face aux élèves en difficulté, la seule solution qu'on avait, c'est de les faire redoubler. Or, le redoublement, au fond, pédagogiquement, ça se justifie quand même assez mal, parce que l'élève le perçoit plus comme une punition que comme une deuxième chance. Or, théoriquement, le redoublement, c'est une deuxième chance. L'élève le perçoit plus comme une punition, et c'est d'autant plus traumatisant de redoubler aujourd'hui que les parcours se sont normalisés. C'est-à-dire que les classes uniques ont disparu, les classes multi-âges ont disparu. Il y avait dans les années 60, il y avait 20 000 classes multi-âges dans le primaire quand même. Et donc dans une classe multi-âge, quand on redoublait, bon, on s'en rendait assez peu compte parce qu'on restait dans la même classe, mais ceux qui passaient restaient aussi dans la même classe. Donc l'enjeu était limité. Aujourd'hui, un élève qui redouble, il voit ses copains qui passent dans la classe supérieure. Là, c'est quand même autre chose, quoi. La disparition des classes ont rendu... la disparition des classes uniques, les classes multi-âges, a rendu le redoublement d'autant plus traumatisant. Or, ce passage de classe, donc, il a un enjeu beaucoup plus fort aujourd'hui. C'est passer dans la classe supérieure, c'est devenu quelque chose de très important pour les élèves. Or, je ne suis pas sûr que organiser l'école autour de cet enjeu de « Ah, je veux passer dans la classe supérieure », que ce soit quelque chose de pédagogiquement nécessaire.
et correspondant réellement aux besoins de l'école massifiée aujourd'hui. Du moins, ça demanderait à être réfléchi. Or, le redoublement s'est inventé sur le tas, hein. J'en avais parlé, c'était le fait de refuser l'entrée, enfin, plus exactement, c'était le maintien dans la classe commune des élèves qu'on ne voulait pas prendre dans la classe de certificat d'études parce qu'on n'avait pas l'intention de le présenter à l'examen. Donc, ce qui s'est construit comme ça sur le tas, ce qui s'est développé, non pas parce que c'était une bonne chose, mais simplement parce qu'on n'avait pas d'autre solution pour les élèves qui avaient des difficultés, bon, ça s'est imposé comme quelque chose de fort et de traumatisant. Euh, quand, et pour rester sur cette idée du passage de classe, il faut comprendre l'accroissement de l'enjeu. C'est-à-dire que du temps de l'école, de la dualité primaire-secondaire, les élèves étaient orientés tôt. C'était dès le CP, en fait, ou dès la sixième, qu'on choisissait dans quelle voie ils iraient. Donc, à ce moment-là, l'enjeu était fort, l'enjeu de l'orientation, mais une fois que l'orientation était faite, bon, bah, ils suivaient tout leur parcours, ils étaient au lycée, ils y restaient. Et d'ailleurs, il y avait des cancres au lycée, hein, des mauvais élèves, bah, ils restaient jusqu'au bac. Alors, ils n'avaient pas forcément leur bac, mais enfin, voilà, il y avait des mauvais élèves, bah, ils faisaient tout leur parcours au lycée. C'est comme ça. Bon. Et de même, dans le primaire, il y avait des cancres, bah, ils restaient jusqu'au certificat d'études. Alors, on ne les présentait pas au certif, mais voilà, ils restaient là. L'enjeu de l'orientation ne se posait pas. On ne se demandait pas quelle voie ils allaient prendre. Ils y étaient. Ils y étaient rentrés jeunes. Hein. Ils étaient rentrés au lycée ou ils étaient rentrés dans le primaire, bah, ils y restaient. Une fois que l'école est unifiée et qu'il n'y a plus qu'une seule voie, qu'il n'y a que le primaire en fait et le secondaire sont successifs. Il y a d'abord le primaire, ensuite le secondaire. En fait, l'orientation, elle va devenir progressive. Elle va se faire en plusieurs étapes. Ça veut dire qu'à chaque étape, il y a une inquiétude, il y a une angoisse, il y a un enjeu. Voilà. Est-ce que je vais passer dans telle classe? Est-ce que je vais pouvoir prendre telle spécialité? Est-ce qu'on va m'accepter dans telle autre classe, etc. Est-ce que je vais pouvoir rester au lycée? Est-ce que je vais aller dans le professionnel? Est-ce que il y a un enjeu énorme d'orientation qui domine en fait tout le parcours des élèves? La préoccupation de l'orientation devient centrale dans le parcours des élèves et donc avec une inquiétude qui suit l'élève et qui pédagogiquement n'est pas forcément non plus le meilleur moyen de donner une motivation pour revenir sur cette question de la recherche d'une promesse scolaire alternative à tout ce qu'on a essayé de défendre pendant des années et qui ne fonctionne plus très bien aujourd'hui. En tout cas, l'orientation, ça devient une question extrêmement sensible. Donc voilà encore un élément de la forme scolaire qui est devenu très sensible, très fort, et qui joue un rôle fondamental, et qui n'est peut-être pas forcément nécessaire, enfin du moins qui répond à une nécessité qu'on n'a jamais posée et débattue publiquement. Il faut savoir que cet enjeu du passage de classe, ou cet enjeu de l'orientation, eh bien, il s'est renforcé aussi parce que l'institution le survalorise. En 1973, donc en plein cœur de la massification, lorsque justement l'orientation, au moment de l'unification de l'école, lorsque l'orientation est devenue déterminante, qu'est-ce qu'on a créé? Eh bien, on a créé les commissions d'appel pour pour que les familles puissent contester les décisions du conseil de classe. Eh bien, il y avait toute une procédure, enfin il y a toujours toute une procédure extrêmement codifiée d'appel, et même une procédure d'orientation. C'est là qu'on a des fiches en couleur, des très grandes feuilles avec des petites cases à remplir, à cocher, et avec assez peu de cases sur une grande feuille. Ça montre bien à quel point c'est important. Il y a une grande place pour mettre la signature. Tout ça est officiel. C'est la fiche navette qu'on donne aux élèves, qu'ils apportent dans leur famille. Alors on signe, ça revient au professeur principal, le conseil de classe coche et le chef d'établissement signe. Ça retourne aux familles qui signent pour dire qu'elles ont bien pris connaissance de la décision. À la fin, c'est validé, la famille fait appel, monte un dossier. Enfin, il y a toute une procédure extrêmement ritualisée. Ça veut dire qu'en fait, la décision de passage de classe, c'est devenu une procédure très importante, solennelle, ritualisée, et c'est même devenu aussi une marque d'autorité. Celui qui décide du passage de classe, à qui va décider?
Est-ce que c'est l'enseignant? Est-ce que c'est le chef d'établissement? Est-ce que c'est la commission d'appel? Est-ce que c'est la famille? Il y a des débats énormes autour de ça. Lorsqu'on a décidé de donner le dernier mot aux familles, ça a été quelque chose de sensible. Les enseignants se sont sentis dépossédés de leur autorité. Oui, mais est-ce que c'est bien un enjeu d'autorité ou un enjeu pédagogique, le passage de classe? Est-ce que le passage de classe, c'est bien une récompense qu'on donne aux élèves? Ou est-ce que c'est une, une, une décision simplement de ce qui est bon pour l'élève? Ben, ça ne va pas de soi. Et c'est imposé l'habitude que c'était une marque d'autorité et que c'était une récompense qu'on donne à un élève qui le mérite, ou au contraire une sanction qu'on impose à un élève qui n'est pas méritant. Ben, cela ne va pas de soi. C'est encore un exemple de rigidification de la forme scolaire. En tout cas, la question du passage de classe, la question de l'orientation, par sa ritualisation, par sa codification, par l'importance procédurale qu'elle a prise, ça monopolise l'attention des acteurs. Et puis, un autre exemple, allez, les notes par exemple, les notes. Pendant longtemps, on tenait assez peu compte des moyennes. Mais c'est devenu une industrie, les moyennes. On fait des moyennes coefficientées avec des moyennes pondérées, avec des coefficients. Bref, tout cela encourage, tout cela aide effectivement à évaluer l'élève. Évidemment, ça a des avantages. Mais ça contribue à instrumentaliser le travail scolaire. On travaille pourquoi? Pour avoir des notes. Et je vais calculer, je vais travailler un peu plus telle matière parce qu'il y a tel coefficient plutôt que tel autre. Elle est où la nécessité de motiver les élèves pour le savoir? Là, j'ai l'impression qu'on motive les élèves davantage pour les notes, la récompense, et qu'on revient à l'esprit de compétition qu'il y avait dans les collèges jésuites, que les jésuites ont développé dans leur collège. Mais est-ce que c'est bien ça qu'on veut pour l'école massifiée, l'école qui fait suite à l'explosion scolaire? C'est pas une évidence. Bref, ce que je veux montrer ici, c'est que la forme scolaire a un poids énorme et que ce mode d'organisation de l'enseignement, il a une multitude d'implications pratiques. Il entraîne beaucoup d'implications et de conséquences, et toutes ces implications pratiques, elles finissent par s'imposer. Elles s'imposent d'elles-mêmes, alors qu'au fond, quand on y réfléchit, elles ne sont pas nécessaires. Il n'y a pas d'obligation à mettre des notes. Une école peut exister sans notes. Il n'y a pas d'obligation à organiser un système où on passe d'une classe à l'autre en fonction de ses résultats. C'est pas non plus forcé. Or, on a pris cette habitude, et cette habitude a fini par s'imposer d'elle-même. Et le problème, c'est que ça fait obstacle à l'imagination d'autres modèles. Or, imaginer d'autres modèles, c'est justement ce qu'il faudrait faire aujourd'hui face à une école massifiée, qu'il faut réinventer. Et bien, pour réinventer l'école, c'est bien peut-être d'avoir l'esprit ouvert et de ne pas avoir des œillères. Or, la forme scolaire a tendance à nous mettre des œillères. L'éducation est prisonnière de la forme scolaire, comme le dit Guy Vincent. Donc, la forme scolaire, elle s'impose, même si elle n'est pas forcément adaptée aux problèmes d'aujourd'hui. Et le problème, c'est que tout changement pédagogique significatif, si on veut changer quelque chose, si on imagine autre chose, eh bien, ça requiert de remettre en question la forme scolaire. Alors, remettre en question la forme scolaire, on peut, et d'ailleurs on le fait. Sauf que c'est forcément difficile, parce qu'elle est extrêmement prégnante. Et donc, ça demanderait d'oser prendre des initiatives, ça demanderait d'oser remuer et heurter des habitudes et des traditions, des coutumes. Et tout ça, c'est le défi auquel sont confrontés les enseignants d'aujourd'hui et même l'institution scolaire d'aujourd'hui. Bonne semaine à tous, on en parle la semaine prochaine.